Paul, on s'était arrêté sur Facebook sur l'histoire de la congélation des ovocytes. Continuez cette histoire et dites-nous pourquoi vous êtes contre. Je suis pas contre, mais je suis pour une scrutiny. Donc, on doit contrôler exactement comment ça se passe. Et la raison de mon hésitation, c'est que ces patientes-là c'est un très grand nombre qu'on ajoute à notre banque d'ovocytes. Donc, au lieu d'avoir des patientes qui pensaient au projet, c'est un projet qui est sponsorisé. Une fois que le projet est sponsorisé, il prend de l'ampleur en nombre. Et ces patientes-là, ou ces dames-là, le jour où elles voudront avoir un enfant, leur utérus ne sera pas aussi réceptif qu'il l'était exactement à l'âge de 30 ou 35 ans. Donc, on va avoir recours à plus et plus de demandes sur des mères porteuses. Et si on n'a pas mis en place des systèmes d'administration des mères porteuses, on a un problème. Voilà, donc quelque part, c'est vrai qu'elles ont congelé leurs ovocytes, mais d'un autre côté, on va avoir le problème des mères porteuses. Correct. Voilà. Bon, écoutez, là, on a un peu élucidé l'histoire des mères porteuses. J'ai une dernière question qui est assez sensible. On est au Moyen-Orient. Enfin, là, on est dans un studio au Moyen-Orient. Comment ça se passe au Liban par rapport à ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont ces normes et cette légalisation vis-à-vis des mères porteuses. Et après, je vous poserai quelques questions. Qui sont les mères porteuses, etc. Donc, dites-nous ce que vous savez relativement, parce que vous n'habitez pas ici, mais vous êtes quand même spécialiste dans le domaine. Alors, j'en sais très peu de ce qui se passe dans notre région, mais de ce que je sais, de ce que je vois dans les conférences internationales, il y a une absence totale du contrôle. Il y a une absence totale des normes de légalisation de ce qui se passe. Et je pense que pour prendre exemple, on devrait revoir comment ça se passe dans les pays développés, probablement choisir ce qui nous convient. Mais dans l'absence de tout ça, on est pris au hasard. Et les patients ou bien les dames qui recherchent des mères porteuses vont dépendre entièrement de la bonne volonté et de la bonne éthique de leur médecin. Un gynécologue, à ce moment-là. Oui, mais dans d'autres pays, ce n'est pas uniquement des gynécologues, c'est des reproductive endocrinologistes qui doivent prendre en charge l'homme et la femme. Donc, c'est un sujet très délicat. C'est-à-dire que moi, ce que je comprends, c'est que... corrigez-moi si je ne m'abuse, c'est que pour parler de la question de la mère porteuse, il ne faut pas un gynécologue, parce qu'un gynécologue, si je comprends bien, c'est un spécialiste de la femme, tandis que pour faire une mère porteuse, il faut aussi un spécialiste pour les hommes, pour la fertilité des hommes. C'est des ovocytes et des spermes. Non, écoutez, les gynécologues peuvent faire le travail, ou bien la FIV classique, mais si on parle de couple homosexuel, ou bien de troubles dans le système biologique de l'homme, c'est pour ça qu'on retrouve des spécialistes encore plus spécialistes que les gynécologues, qui sont les reproductive endocrinologistes, qui savent franchement traiter les hommes et les femmes à égale distance. D'accord. Dites-moi, la question qui me turlupine, combien coûte, puisqu'on a dit qu'aux États-Unis, la FIV coûtait entre 12 et 18 000 et une mère porteuse $100 000, entre 50 et 100 000. Combien coûte au Liban? Alors, ça coûte? Alors, les tentatives de FIV coûtent en moyenne entre 1000 et 3000 $, avec beaucoup moins d'effectifs, avec beaucoup moins de normes de travail. Donc, déjà, on est à 10 fois moins cher qu'aux US. Mais le problème des mères porteuses, c'est un marché qui se fait un peu au noir, quote unquote. C'est-à-dire, on peut aller de 20 à 50 000 $ pour une mère porteuse. Au Liban. Oh, exactement. Deuxièmement, parfois elles sont connues par les patients, parfois elles sont complètement anonymes et elles peuvent même exister dans des conditions d'hygiène déplorables. Mais c'est-à-dire que vous mentionnez tout à l'heure une espèce de, je ne vais pas dire d'usine, mais vraiment où ces femmes sont entassées. Moi, j'ai entendu parler de ces femmes, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on a au Liban quelque part une espèce de ferme, il faut le dire, où il n'y a que des mères porteuses? Et je ne sais même pas de quelle nationalité, je pense que c'est un peu de tout. Je pense que si on cherche bien, on pourrait trouver cette ferme. Si elle existe,
ou bien des mini-fermes, ou bien des incubateurs, ou bien des appartements. Je ne sais pas comment ça se passe, mais on devrait mettre en place un dispositif médical et légal qui prenne en charge toute l'activité et qui puisse contrôler tous les abus qui peuvent se passer dans ce domaine-là. Mais oui, parce que l'hygiène dans tout ça, elle en est où? Alors, c'est l'hygiène et c'est aussi le suivi d'une grossesse. Donc, c'est une maman qui porte un enfant avec tous les risques qui, qui qui en en découlent. résultent. Ouais. Et avant de terminer cette émission, qui est fort intéressante, d'ailleurs, je pense qu'on devrait en faire une autre bientôt, Paul, j'ai une petite question à vous poser. Vous m'avez dit que les couples, aujourd'hui, on était en train de parler de couples monsieur-madame, d'accord? On va parler brièvement de ce couple qui n'est pas un couple hétérosexuel, qui est un couple homosexuel. Comment ça se passe au Liban? Au Liban, qui vient demander une mère porteuse? Est-ce que ce sont des Libanais? Est-ce que ce sont des expats? Est-ce que c'est des pays du Golfe? Dans le pays du Golfe, est-ce que ça se passe? Je ne sais pas. Alors, on entend dire très souvent qu'il y a un tourisme médical. Le tourisme médical peut couvrir énormément de spécialités et spécifiquement la FIV. Mais puisqu'il y a moins de contrôle chez nous, on peut trouver au Liban un touriste qui va rechercher des mères porteuses ou bien des dons de sperme et d'ovocytes. Mais puisque notre sujet est spécifiquement sur les mères porteuses, on va dire que d'abord, le coût est beaucoup plus inférieur à ce qu'ils ont à payer aux US ou bien dans en un Europe. pays, voilà. Exactement. Donc, on va retrouver une qualité de touriste qui est un peu moindre et qui n'a pas de scrutiny of the system. Donc, ils vont pas rechercher l'excellence ni le service... après-vente, pardon de dire. Oui, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment... voilà, parce que ça coûte moins cher. Ils ferment l'œil sur tout ce qui est voilà, hygiène, loi, etc. Parce que ça coûte bon marché, finalement. Exactement. Mais quand on a vraiment envie d'avoir un enfant, on n'a pas les moyens, et ben, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Oui, ils recherchent l'endroit. On va finir avec la dernière question. Si un jour, quelqu'un, où j'ai besoin d'une GPA, je fais comment et quels sont les conseils que vous me donnez et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. Donc, alors, j'éviterai de travailler au noir sur un sujet qui est très problématique. J'essaierai au maximum d'aller dans des endroits, dans des pays où la loi me protège et protège mon enfant et protège la mère porteuse du point de vue légal et médical pour avoir le minimum de risques et de complications durant la grossesse et post-grossesse. Et après la grossesse. Exactement. Très bien. Paul Nader, on est ravis de vous avoir eu aujourd'hui. Franchement, c'est un sujet tellement tabou. Et j'espère que la prochaine fois, il y a un sujet qui me turlupine aussi, c'est la question de la fertilité des hommes. Bon, écoutez, merci encore une fois. Et merci à vous, merci de m'avoir reçu, et c'est un sujet très intéressant. J'espère que les patientes ou les couples qui recherchent une mère porteuse feront leur homework et feront une recherche approfondie avant de s'engager dans un projet de Dans un process aussi compliqué. Voilà. Ouais. Merci à tout le monde et à tout à l'heure. Merci. À bientôt.